ça pose des questions sur ce qui s'est passé au cœur de Moscou, ce qui est arrivé à cette Aarhus Sena, c'est cette sorte de berline de luxe, mais aussi très sécurisée, qui fait partie de la flotte particulière du président russe. Et va nous rejoindre pour en parler quelqu'un qui est spécialiste de ce genre de questions de sécurité, c'est le commandant Christian Proutot. Je vous en prie, commandant, rejoignez-nous. Merci beaucoup à Christian Proutot qui dirigea, qui cofonda le GIGN dans l'époque. Merci beaucoup, commandant. Merci beaucoup d'être là. Votre premier regard sur ces images, elles tournent maintenant depuis plusieurs heures et tout le monde se demande ce qui a pu se passer. D'abord, on va parler de la sécurité, des plans, d'ailleurs, que les dirigeants ukrainiens avaient clairement et même publiquement annoncé. Ils disaient, Poutine, oui, est une cible pour nous. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a pu se passer d'abord en termes de conjecture d'après vous ? Je pense soit la voiture avait été à un moment de révision et tout de l'intérieur, parce que vu ce que l'on voit, c'est-à-dire le véhicule qui a flambé, il faut qu'il y ait un système de mise à feu qui soit à l'intérieur, parce qu'on sait qu'il y a en périmétrie de tous les bâtiments, là, c'était le FSB, je crois, oui. Ils ont des systèmes de brouillage, donc c'est pas une télécommande à distance. Je pense que c'est quelque chose qui a pu être mis sur le véhicule à un moment où le véhicule ne transportait pas d'officiel, avec un système de mise à feu, peut-être même une charge creuse qui était en dessous, mais comme il n'y a pas eu d'explosion, surtout eu un incendie, je pense plutôt à un système d'incendie, parce que les véhicules blindés ont un désavantage, c'est par rapport à l'incendie. Paradoxalement, les véhicules blindés sont solides à l'impact d'une munition, pas d'un missile, bien évidemment, mais... Le message, en tout cas, évidemment très frappant. C'est tout près du FSB, de la Loubianka, qui est le siège historique déjà à l'époque du NKVD, etc. Et c'est la voiture, c'est une des voitures de la flotte officielle du président russe. Donc ça, c'est évidemment un symbole en soi. Oui, atteindre directement Vladimir Poutine, c'est extrêmement difficile. En revanche, on peut envoyer un message, peut-être, comme ça. Alors c'est soit quelque chose qui a raté, il y avait un vrai plan qui a finalement raté, ça a explosé avant usage, soit il s'agit d'un message en disant, regardez, on a été capable d'aller jusque-là, d'aller déposer un dispositif de mise à feu, un explosif à l'intérieur d'une voiture personnelle, protégée, sécurisée, devant le FSB. Donc voilà, c'est une sorte de pied de nez d'une certaine façon. Mais voilà, il faut rappeler, oui, qu'effectivement, Vladimir Poutine est quand même un des hommes les plus protégés au monde, qui a une force, le FSO, de 50 000 personnes qui surveillent tout, avec plusieurs cercles autour de lui en permanence. Voilà, donc il est très sécurisé et qu'il est pratiquement de fait quasiment impossible, sauf à moins d'être à l'intérieur du FSO, d'atteindre Poutine directement. Non, quand le colonel Goya dit on, ça peut venir de l'intérieur. Oui. Parce que quelqu'un de l'extérieur ayant accès à un des véhicules de la flotte poutinienne, et ce véhicule aux Russes, il faut quand même rappeler que c'est le bijou du constructeur automobile russe. Vous savez, il en a donné une à Kim Jong-un. De temps en temps, on le voit à bord. Je crois qu'il avait baladé Loukachenko, un président américain, même, me semble-t-il. C'est l'équivalent de ce qu'ils appellent la bête chez les Américains. The Beast. La bête, qui est la voiture, l'immense voiture américaine. Ça, c'est la version russe. Tout à fait. Comment ? Elle fait 10 tonnes. Voilà, je ne sais pas combien fait la Aarhus Sena, mais enfin... Oui, donc la possibilité, si vous voulez, d'un élément ou d'éléments au pluriel à l'intérieur du dispositif qui aurait fait ça, va encore un peu plus accroître la paranoïa, mais comme ça a été très bien dit, ancien KGBiste qu'il est, Vladimir Poutine a toute une structure, enfin de multiples structures autour de lui, précisément pour se protéger face à la survenance de ce genre d'événements. La crainte de la complicité interne dont vous parliez, commandant, regardez ces images tellement révélatrices, c'est à Mourmansk, peu avant l'intervention de Vladimir Poutine. Et il y a les soldats qu'il va passer en vue, en tout cas ceux devant lesquels il va s'exprimer. On est là le 27 mars. Et regardez bien ce qui se passe. Il y a un officier qui passe, un officier de sûreté qui passe et qui fouille, enfin qui palpe chaque soldat. C'est-à-dire, évidemment, c'est, commandant, l'hypothèse, le risque, qui est parmi les soldats un agent ukrainien ou autre. Oui, parce que ça montre quand même, non pas une fébrilité, mais le fait qu'ils sont
à travers leurs propres renseignements, sur qu'il y a un mouvement, comme le disait Gallagher, qui vient de l'intérieur. C'est ce type d'opération, c'est un peu comme l'histoire de la trottinette qui a explosé et qui a à Moscou, qui a tué ce général. Qui a amené à Patresse ce général et puis son aide de camp. Il y a, je pense, il commence à y avoir des gens qui, dans le cadre des actions qu'ils peuvent mener, de l'intérieur, c'est quand même plus facile. On ne voit pas les services ukrainiens pouvoir monter de telles opérations directement sur Moscou. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Vous avez été combien d'années à l'Élysée, 14 ans. 14 ans. Est-ce qu'à l'Élysée, vous avez déjà souvenir qu'on surveillait, peut-être pas de manière aussi ostentatoire, mais qu'on surveillait les soldats dans la crainte qu'il y ait aussi des éléments pourris, disons, dans l'entourage des présidents? Non, pour une raison simple, c'est quand le régime est honni, à ce moment-là, on est face à des dictateurs, et le dictateur, tout peut venir de l'intérieur. Alors après, vous avez le commandement qui fait en sorte que, peut-être, effectivement, dans certaines cérémonies, il n'y ait pas d'armes, donc il n'y a pas de munitions. En principe, il n'y a pas de munitions dans les cérémonies et qu'on se méfie peut-être un peu de tout et tout le monde. En tous les cas, moi, je l'ai jamais vu. Moi, ça m'est arrivé, mais c'était en République centrafricaine. Ah oui, non, mais on ne parlait pas du même type de régime. Cérémonie face au président Ange Félix Patassé, et où on a été fouillé et on était braqué par la garde personnelle pendant toute la cérémonie. Vous imaginez, ça aide à se tenir tranquille. Voilà, je rappelle que quand j'étais arrivé sur ce territoire, mon unité, aux infos du soir, il a dit que font les Français, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de préparer un coup d'État, quoi. Mais là, en l'occurrence, ce sont des soldats russes. Est-ce que vous imaginez, président français ou patron du Sénat, qui demande à ce que vous soyez palpé avant de vous adresser, alors que vous servez votre pays, vous servez sous les drapeaux, c'est quand même, vous êtes engagé. C'est très humiliant, je pense. C'est une humiliation. C'est exactement ça le terme vers lequel je me dirigeais. Et ça montre à la fois l'humiliation de ces gens qui ont choisi, ou non, je ne connais pas leur motivation de servir. Ça montre l'extrême fébrilité, ça a été dit, mais le manque de confiance à l'intérieur d'un régime. Et les Ukrainiens le disent tout le temps. Ces régimes qui sont basés, fonctionnent sur la peur, sont des châteaux de cartes qui donnent l'apparence, parce qu'ils sont très verticaux, donc efficaces, donc de la solidité, mais en réalité, ils peuvent s'effondrer très très rapidement, précisément parce qu'on a ce genre de scènes qui laissent forcément des traces et qui sont des indices sur le rapport que le pouvoir a à ces gens qui sont censés être là pour défendre le pays et protéger. On parlait de châteaux, en fait, c'est ça, on appelle ça les tours du Kremlin. En fait, c'est une multitude de services séparés et qui se surveillent mutuellement. Les uns les autres. Non, mais effectivement, le FSO est extrêmement protecteur. Oui. Personne ne peut approcher Vladimir Poutine. Je veux dire, même quand il y avait une visite présidentielle, c'est eux qui s'interposaient. Donc, a fortiori, depuis la guerre. Dans l'armée russe, en fait, il doit y avoir une proportion d'un tiers qui a des origines ukrainiennes. Parce que c'était les Ukrainiens qui étaient membres de l'administration ou membres de l'armée. Donc, peut-être qu'il y a cette interrogation également. Et on rappelle toujours l'interpénétration historique avant, parce que quand même, ils viennent du même moule. C'était quand même le KGB. Les officiers qui ont, disons, plus de 50 ans, plus de 55 ans, ont été sur les mêmes bancs d'école. Donc, en réalité, ils se connaissent. Alors, il peut y avoir des passerelles, disons. C'est surtout c'est surtout en Ukraine qu'en réalité il y a eu des problèmes et qu'il y a eu effectivement des limogeages à cause d'une trop grande proximité avec le FSB. Est-ce que c'est un point de fragilité? Je reviens à vous, commandant Proutot, sur, si on veut, les services ukrainiens ou d'autres, mais là ça peut être assez légitimement, de leur point de vue, une idée des services ukrainiens, tuer Poutine. Est-ce qu'effectivement la voiture est un point de fragilité, les convois? On peut peut-être voir ces convois assez soviétique, dans lesquels Poutine et sa suite traversent Moscou très rapidement. Vous vous rappelez, à l'époque soviétique, il y avait ces longues avenues. Les îles. Voilà, avec les îles historiques. Là, ils traversent souvent Moscou quand ils traversent à très vive allure. Est-ce qu'il y a un point de fragilité ? Oui et non, parce que, alors c'est idiot de répondre oui et non, mais parce que la voiture en elle-même peut protéger, mais simplement, je l'ai dit tout à l'heure, de balistique particulière. Si vous avez, comme ça s'est fait avec le juge Falcon, pratiquement
sur 100 mètres une autoroute minée, c'est pas possible. Ou avec Aoun au Liban, où il y avait 1 tonne d'explosifs dans un camion à côté, il n'y a pas une voiture blindée qui résiste. Oui, donc même la voiture la mieux blindée, s'il y a une énorme charge d'explosifs sous la route, par exemple, c'est fini. Oui, absolument. Alors, ce qui est important, malgré tout, c'est que souvent, il se passe, il y a 2 convois, il y a un convoileur, etc. Il y a de la protection qui est une protection de verrouillage de tout ce qui est télécommunication, puisque tous les explosifs de commande à distance fonctionnent même si c'est codé par de la radio, et malgré tout, on peut arriver à faire sauter quelque chose à distance. Donc il y a tous ces systèmes qui sont mis en place, mais il faut se dire que si il doit être à un moment éliminé par un commando qui le souhaiterait, je ne suis pas persuadé que ça soit sur ce type d'action. Mais il est possible, et je penche pour cette hypothèse, que ça soit un signal pour dire on est toujours là, et ça oblige à augmenter la sécurité, et plus vous augmentez la sécurité, moins vous obtenez de visibilité. Il y a des précédents dans les actions. Alors, le degré de sûreté n'est évidemment pas le même que pour Poutine, mais Douguina, la fille de Douguine, elle-même propagandiste ultranationaliste. Prilepine, à chaque fois, à plusieurs reprises, ça a été des voitures qui étaient visées par les services ukrainiens, très vraisemblablement. Oui, Douguina, c'était donc un véhicule dans lequel le père de Douguina était censé s'introduire à la dernière minute. Il a changé de véhicule, et donc c'est elle qui a été victime de cet attentat très vraisemblablement commandité et opéré par des éléments ukrainiens. Prilepine, ce propagandiste, me semble-t-il, c'était une statue qui était truffée à la gloire de... C'est une statue à la gloire de Poutine ou Prigogine, je ne me souviens plus, mais qui était truffée d'explosifs et qu'une jeune femme a ramené. Rappelez-vous, le FSB a très largement diffusé l'image. Mais là, la remarque que je me faisais, en réponse à la question que vous posiez précédemment, c'est que quand ils regardent tout le dispositif autour de Vladimir Poutine, ils ont quand même identifié le véhicule comme étant la cible la plus accessible. Par ailleurs, moi, je pense, et je parle sous le contrôle du plateau, je me trompe sans doute, que quand même, pour n'importe quel chef d'État ou personne à protéger, le temps de déplacement, qui est un temps d'exposition, est un temps quand même de fragilité par rapport à un moment où vous êtes dans un compound, que ce soit votre palais présidentiel ou un lieu prévu à cet effet. C'est quand même un environnement où, voilà, parce qu'il y a du terrain, il y a des bâtiments, etc., c'est un peu plus difficile, me semble-t-il. Il y a quand même de quoi attiser la paranoïa de Vladimir Poutine dans la mesure où il est... Et ça fait partie du... hyper protégé. Déjà qu'il doit un peu y penser quand même. Non, mais quand on voit, c'est quand même assez fort, je dois dire, de réussir à trouver la faille et la vulnérabilité, quand on voit à quel point il a un goûteur, il ne boit pas ni une tasse de thé, ni un mets sans que ça ait été goûté par une personne. Il choisit lui-même ses gardes du corps. Et je crois que tous les lieux où il se déplace sont inspectés pendant des mois avant son arrivée. Donc, franchement, trouver la faille... Chapeau. Avec des progrès dans la sécurité. On se rappelle toujours l'attentat de l'OAS contre De Gaulle dans sa voiture, dans sa DS. À l'époque, par rapport à ça, une voiture à peu près normale. Avec le chauffeur normal. Avec un malheureux chauffeur héroïque qui va très vite pour essayer avec les pneus crevés. Enfin, c'est un autre monde. Elle a roulé avec une roue crevée, avec 3 roues. Ça fait de la publicité pour Citroën. Voilà, oui. Alors, l'hypothèse que vous avez formulée tout à l'heure, c'est que ce soit un réparateur, un mécanicien en cours de révision. C'est ce qui s'est passé pour l'avion de Prigogine. Il avait pris toutes les précautions, sauf celle-là, c'est le mécanicien qui avait piégé l'avion. Sylvie Berman, une longue pratique de Moscou fait qu'elle prend 2 précautions plutôt qu'une avant de monter dans un avion. Juste une remarque, Darius. Je pense que c'est sur l'aérien que c'est le plus fragile à protéger. Et s'il peut se passer quelque chose d'efficace, ça sera sur de l'aérien. Bon, même si en tout cas, les Ukrainiens ne s'en cachent pas. Il faut relire certaines déclarations. Skibitsky, donc c'est le numéro 2 des services en Ukraine, qui disait Poutine est en tête de liste, nous essayons de le tuer. Boudanov, il y a eu des tentatives d'assassinat de Poutine, mais comme vous pouvez le voir, elles ont échoué jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup d'autres déclarations où ils ont souvent dit oui, en réalité, il est une cible à leurs yeux légitime. Oui, alors d'autant plus que Zelensky avait été une cible des Russes au début de la guerre. Cela dit, si jamais Poutine était assassiné par les Ukrainiens, c'est pas un démocrate qui sera au pouvoir, et il y aura une volonté de revanche des Russes. Ça sera quelqu'un qui risque d'être plus extrémiste encore que lui.